Bonjour Abby Patrix, Bonjour, on est ravi de vous recevoir pour cette édition des Rencontres du Légendaire. merci. Alors, je vais vous présenter rapidement, on vous connaît mais c'est important qu'on dise quand même qui vous êtes. Donc, vous êtes auteur, vous êtes conteur et vous êtes un des pionniers du renouveau du conte en France mais aussi à l'étranger. Vous êtes le fondateur d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Cercle, qui est une compagnie de conteurs qui existe depuis 1980. Et on sait que vous avez une approche pluridisciplinaire qui est à la croisée de plusieurs arts, le conte, le théâtre, la musique. Et vous êtes nourri d'influences diverses que vous avez collectées au gré de vos voyages, au gré de vos rencontres. Et également à la croisée de deux cultures, des influences à la croisée de deux cultures, la culture française et la culture norvégienne. Alors, pour aller vers le thème qui nous réunit tous les deux ce matin, cette croisée des cultures vous a amené, je crois, à coécrire avec une dame qui s'appelle Linda Etzdieu, si je prononce bien son nom, et publier un livre qui s'appelle Loki, pour ne pas perdre le Nord, aux éditions Paradoxe en 2016. Et puis également, vous avez réalisé en 2018 pour Connaissance du Monde un film qui s'appelle Les légendes de Norvège. Et ces deux travaux nous amènent au cœur de la culture et des mythes nordiques. Et s'il vous plaît, Abby Patrix, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistent ces mythes nordiques ? Alors, il faut commencer par l'origine toujours. L'origine, c'est quand même la mère, ma mère, mais la mère, qui transmet à ses enfants sa culture, ou en tout cas ce qu'elle appréhende de sa culture et ce qu'elle veut transmettre pour une génération qui vient. Je dis ça parce que dans le texte qui s'appelle la Voluspo, qui est un des textes qu'on a dans les manuscrits aujourd'hui sur la mythologie nordique, il s'agit d'une prophétie dite par une femme qui s'adresse en fait à nous et nous dit est-ce que vous voulez que je vous raconte au plus profond de ma mémoire ce que je sais, ce dont je me souviens sur l'origine du monde. Et elle commence à dire sa prophétie, la Voluspo, et qui annonce la création du monde, mais aussi la fin du monde. Et donc l'analogie en fait entre ce que j'ai reçu par ma mère, qui était plutôt des contes populaires, et puis ce texte que j'ai découvert beaucoup plus tard sur la mythologie nordique, l'analogie n'est pas anodine. Et surtout pas anodine par rapport au thème que nous avons aujourd'hui sur la nature de l'homme. Pour la comprendre, il faut retourner à l'origine, aux origines. Alors la Voluspo, donc c'est un texte qui était écrit au Moyen Âge, si je ne me trompe pas, à la fin du Moyen Âge, Transcrit au Moyen transcrit Âge. au Moyen Âge, qui donc est une transcription d'une tradition orale rédigée par un chrétien. Ça m'amène à poser la question de cette transmission des mythes de l'oralité vers l'écrit, et avec l'influence qu'a pu apporter la chrétienté sur cette perception des mythes. Ou alors là, on appuie sur un bouton qui est colossal, qui est la question de qu'est-ce qui nous parvient. On voit, avec le temps et avec la pratique de ces récits, on voit que ce qui nous parvient, ce n'est que des fragments. Ce ne sont que des bouts, que des subjectivités. Certainement que ces moines étaient des hommes extrêmement pieux et révérencieux. Néanmoins, ils ont dû quand même sacrément retoucher ce qu'ils ont entendu. On sait que la parole orale est une parole forte, vive, extrêmement provocatrice, si c'est nécessaire, qui transmet des valeurs humaines, fortes, dramatiques. On imagine que ces pauvres moines, quand ils ont entendu la mythologie nordique, ils ont dû être totalement effarés. Donc ce qui nous parvient aujourd'hui ne doit être qu'une version très édulcorée, très adoucie de ce que devait être l'art des skalds, qui était quand même un art bardique, c'est-à-dire en vers. Alors on n'a pas de trace sur si c'était chanté, dansé ou peu importe, mais en tout cas c'était poétique et c'est extrêmement sophistiqué comme règle orale. Donc on imagine des gens d'une très très grande dextérité dont on a peut-être quelques traces. Donc c'est à nous aujourd'hui vivants de s'intéresser, de se passionner, puis de se défier avec cette oralité-là.
Du point de vue de la double culture française-norvégienne, pour vous, Abby Patrix, quelle est l'influence des mythes nordiques sur les folklores et les contes de Scandinavie aujourd'hui? Alors, la mythologie nordique, je ne sais pas si elle a, disons, comment elle a pu directement influencer. Par contre, le mot viking, l'image des Vikings est incroyablement prégnante, puisque même encore aujourd'hui, là, ils sont en train de sortir un nouveau jeu vidéo, qui est le grand jeu vidéo qui s'appelle Viking. Donc c'est toujours là, ça n'a jamais cessé de fasciner l'Europe, mais le monde, hein, les Vikings. Alors que c'est une invention. C'est ça qui est extraordinaire, c'est une invention viking, ça n'existe pas. Et comme par hasard, un mensonge, une invention, devient un hit dans le monde entier, quoi. Donc les Vikings, qui est une sorte d'image projetée par les autres sur la culture et la mythologie nordique, a un succès aujourd'hui dont on peut même pas on peut même pas s'en débarrasser si on voulait s'en débarrasser, parce qu'il a imprégné la notion de Viking, de barbare. Quand on pense que même le casque est faux, c'est quand même extraordinaire. Oui, le fameux casque à cornes. Ouais, c'est ça. Du coup, effectivement, le viking la vision du viking par le monde contemporain est assez particulière, et ça nous renvoie en fait à l'influence qu'a pu avoir cette civilisation nordique sur l'Europe, et aujourd'hui encore sur la littérature contemporaine. Est-ce qu'on a des exemples assez forts de cette influence des mythes nordiques sur la littérature aujourd'hui? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, les Vikings et les Celtes ont eu à un moment une culture commune d'une beauté exceptionnelle, dans laquelle ils savaient travailler l'or, par exemple. Hein. Alors l'or, c'est merveilleux comme symbole. L'or, si on parle de la parole est d'or. Et bien justement, les Celtes et les Vikings ont eu un moment d'une grande harmonie, et je pense qu'il n'a pas échappé à notre grand ami Tolkien, qui, lorsqu'il a composé son incroyable œuvre, est allé puiser des deux côtés. Et peut-être les Celtes et les Vikings avaient déjà cette rencontre cohérente entre leurs univers. Et je pense que Tolkien, qui est vraiment le plus grand exemple de la renarration de la mythologie, s'est inspiré. Avec l'exemple de Tolkien, est-ce qu'on peut parler de renouveau des mythes? C'est-à-dire que l'oralité, c'est un renouveau permanent. Donc il n'y a pas de renouveau définitif. C'est toujours un renouveau, comme l'homme naît, vit et meurt. Il renaît, revit, remeurt. C'est une permanence, le renouveau. Et le mythe, il est fait pour être renouvelé. Il est pas fait pour être figé. Il est fait pour raconter quelque chose du monde, du mystère, mais aujourd'hui. Donc il doit toujours être remis au goût du jour. Il n'est pas fait pour rester dans un livre fossilisé. Il est fait pour être vivant et pour participer à cet acte de transmission auquel nous participons maintenant en s'interviewant, en racontant des histoires, en étant filmés. Regardez la mythologie sur le virtuel maintenant. On s'adapte. C'est ça le renouveau. Oui, sur le virtuel et sur le grand écran. Et sur le grand écran, Mais absolument. on ne peut qu'inviter tout le monde à relire les sagas originelles, la Völuspá, et tous les textes issus du Moyen-Âge qui ont permis le passage de cette tradition orale des mythes nordiques jusqu'à nous, plutôt que de regarder par le truchement de blockbusters américains qui faussent l'image de Loki, par exemple. Qui n'est qu'une version. Donc en même temps, c'est formidable, tous ces films qu'il y a sur les Vikings, mais c'est formidable si l'être humain reconnaissait qu'il veut une seule histoire. C'est ça notre problème, c'est qu'on veut qu'une histoire pour y croire, alors qu'en fait, le monde, c'est des histoires. Et c'est une multiplicité de points de vue, de regards, et dans lequel il faut faire son chemin, sa recherche pour trouver sa voie. Et sa voie, elle est toujours multiple. C'est pour ça, les origines mélangées, comme ceux qui ont eu des origines mélangées, elles nous aident à comprendre que le monde est multiple. Le monde est multiple, et donc ce soir, Abby Patrix, vous allez faire un spectacle en direct sur Facebook qui sort complètement de l'univers des mythes nordiques.
Alors oui, c'est pour être dans la tonalité de cette journée, de cette soirée. J'ai été collecter des histoires en Louisiane. Et là, je pensais collecter des Cajuns de langue française. Et en fait, c'est un Indien que j'ai collecté. Mais les Indiens en Louisiane, les Indiens Houma, dont je vais raconter une histoire ce soir, en fait, parlaient français. Ils faisaient des échanges avec les Français et donc les Cajuns. Ils avaient cette langue en commun. C'est beau comme d'imaginer que les Cajuns et les Indiens Houma parlaient français avant que l'Amérique soit l'Amérique. Merci beaucoup, Abibatrix. Merci.